Voyons maintenant comment on va réécrire les bilans thermiques sur les réacteurs. Alors, je vous les ai repris ici de manière synthétique. Donc, à partir du premier principe de la thermodynamique, en fait, on va aboutir au bilan enthalpique qui apparaît ici. On va avoir négligé l'énergie cinétique, l'énergie potentielle. En général, dans les procédés, quand on s'intéresse en tout cas à un réacteur, ces énergies-là vont être négligeables. Et donc, on va se concentrer sur uniquement l'enthalpie. Et du coup, on a ce bilan enthalpique. On va retrouver l'enthalpie qui accompagne le ou les flux entrants. S'il y en a plusieurs, évidemment, on va les additionner. Ici, on va avoir l'enthalpie qui accompagne le ou les flux sortants. Ici, on va avoir le flux d'énergie qui est reçu par le réacteur, donc le flux de chaleur. Et puis ici, on retrouve un terme d'accumulation qui va donc dépendre du temps si on est sur un fonctionnement en un stationnaire. Alors ensuite, on a le bilan qu'on va pouvoir écrire donc à partir de ce bilan enthalpique, en fait en explicitant les différents termes enthalpiques, on fait apparaître le bilan thermique sur un réacteur ouvert fonctionnant en régime permanent. Donc on retrouve le flux de chaleur reçu par le réacteur. On va trouver ici un terme d'enthalpie sensible en fait, donc en multipliant un débit massique par un CP massique évidemment, par la variation de température entre l'entrée et la sortie du réacteur. Alors, on comprend en voyant ce terme qu'on suppose ici que dans le réacteur, il n'y a pas de changement d'état, première chose, et que deuxième chose, le CP peut être considéré comme constant sur la gamme de température TE-TS. Donc ça va être un terme qu'on appelle d'échauffement, mais au sens algébrique, hein, la température de sortie peut être plus faible. Mais en tout cas, un terme d'échauffement de ce qui entre dans le réacteur, puisque vous voyez qu'ici, on a bien le débit massique entrant dans le réacteur. Donc, ce terme-là, de manière générale, on l'appelle le terme d'échauffement des réactifs. Et puis ensuite, on a un terme qui est lié, lui, aux réactions. On va retrouver le F0 qu'on avait défini quand on parle avec des avancements. Et on va faire la somme sur l'ensemble des réactions, de l'enthalpie de la réaction en question, cette enthalpie étant prise à la température de sortie du réacteur, multipliée par l'avancement de la réaction. Donc, on a une expression qui va permettre d'être générique pour un cas où on a plusieurs réactions. Évidemment, quand on n'en a qu'une, on va pouvoir simplifier. Donc, il faut bien avoir en tête qu'ici, c'est l'enthalpie prise à la température de sortie. Alors, comme l'enthalpie est une fonction d'état, en fait, on peut organiser les termes différemment. Donc, par exemple, on pourrait très bien dire je prends l'enthalpie à la température d'entrée et du coup, ici, il faudra prendre les valeurs de flux sortant. Donc ça peut se démontrer, en fait, c'est lié au fait que, comme c'est une fonction d'état, on peut faire comme si on commençait par réchauffer les réactifs, puis ensuite on faisait la réaction à la température de sortie. C'est un peu ce que signifie l'écriture qui est ici, mais on peut aussi très bien dire, d'abord je fais la réaction à la température d'entrée, et ensuite je réchauffe algébriquement mes produits, donc avec le flux sortant ici. Alors, de manière tout à fait similaire, sur un réacteur fermé, on va avoir un bilan qui s'écrit comme ceci, donc avec toujours le flux de chaleur reçu par le réacteur. On va retrouver le terme que j'avais appelé terme d'échauffement, donc avec un MCP, avec un CP massique ici, D grand T sur dt. Et puis ici, on trouve le terme réactionnel, donc avec le N0, donc qui est caractéristique quand on travaille avec des avancements. Et puis ici, on a les termes enthalpiques. Alors là, ça n'a pas été reprécisé, mais c'est la même chose qu'ici. Hein, c'est l'enthalpie prise à la température à l'instant auquel on travaille, puisqu'on va ici avoir la dérivée par rapport au temps. Alors, si on décide de faire un fonctionnement adiabatique, on va avoir le flux de chaleur reçu par le réacteur qui va être égal à 0. Donc ici, j'ai pris le cas d'un réacteur ouvert. Et puis, j'ai pris le cas où on a une seule réaction. Donc en fait, on peut montrer que lorsqu'on n'a qu'une seule réaction, on peut remplacer le F0 grand X. Je ne vais pas lui mettre d'indice puisqu'il n'y a qu'une seule réaction, mais en tout cas l'avancement
il va correspondre à un FA0 grand XA. Donc du coup, j'ai remplacé ici, multiplié par l'enthalpie de l'unique réaction qui a lieu dans ce réacteur, toujours prise à la température de sortie. Donc on voit qu'on peut un petit peu réarranger cette équation et faire apparaître ceci. Alors, à une condition près, pour passer de cette équation-là à celle-ci, il faut que le F0 ici se limite à FA0, c'est-à-dire que dans l'alimentation, j'ai uniquement du réactif A. Sinon, il y aura une petite constante qui va traîner. Donc, dans ce cas particulier, je vais avoir l'équation qui apparaît ici, donc sous une forme classique qu'on appelle la marche adiabatique, mais ce qu'on comprend bien quand on regarde cette équation, c'est que finalement, le bilan thermique, on va pouvoir le représenter à l'aide d'une droite, donc XA en fonction de la température. Et la pente de cette droite, c'est la grandeur qui est écrite ici, qu'on a l'habitude de noter grand J, et qu'on appelle l'élévation de température adiabatique. Donc c'est moins l'enthalpie de réaction divisé par le CP du mélange réactionnel. Autre point de vigilance, vous voyez qu'ici j'avais remplacé mon débit massique fois CP massique par un débit molaire fois CP molaire du coup, pour être évidemment bien homogène. Donc du coup j'ai bien des cohérences au niveau des unités dans l'expression qui est ici. Alors graphiquement ça va pouvoir se représenter comme ceci. Donc je vais avoir ma température d'entrée dans mon réacteur. Alors cas rarissime, mais si jamais j'avais une réaction athermique, ben, j'aurais un bilan thermique qui serait représenté par une droite verticale. Si j'ai un cas exothermique, je vais avoir une pente comme ceci. Et si j'ai un cas endothermique, je vais avoir une pente comme ceci pour représenter le bilan thermique. Alors, l'effet de la simplification que j'avais prise ici, vous vous souvenez, j'ai dit que pour passer de là à là, j'ai supposé que dans l'alimentation, il y avait uniquement du réactif A. Et en fait, si jamais ce n'est pas le cas, donc si j'ai d'autres espèces, eh bien ça va faire bouger plus ou moins la pente du bilan thermique, ici autour de la droite que j'avais dessinée, et puis même chose, même principe si on travaille en exothermique. Alors maintenant, quand on va vouloir résoudre de manière couplée le bilan de matière et le bilan thermique, on va pouvoir le faire toujours sur un graphique XA en fonction de la température. Alors ici, j'ai représenté un premier cas de figure qui va être rencontré lorsqu'on a affaire à des réactions irréversibles ou bien quand on a affaire à des réactions réversibles endothermiques. Alors, le trait plus épais vert qui est ici représente le bilan matière. Donc, on peut démontrer que ça a une forme comme ça de courbe un petit peu en S. Alors, les pointillés, donc ici c'est la limite lorsque l'on a affaire à une réaction irréversible. On peut en théorie aller jusqu'à un taux de conversion égal à 1. Et puis, celle qui est en pointillé par ici, ben, c'est le cas d'une réaction endothermique réversible où on va avoir toute cette zone-là qui sera thermodynamiquement impossible à atteindre. Alors maintenant, si je veux représenter donc, sur ce même graphique, en plus du bilan matière, donc, qui est représenté par le trait continu plus épais, je vais représenter mon bilan thermique. Alors, si j'ai affaire à une réaction irréversible endothermique, je vais avoir un bilan qui va avoir une allure comme ça. Donc ici, je vais retrouver la température d'entrée dans mon réacteur, la pente qui correspond au grand J que j'ai défini, et donc je vais avoir un point d'intersection, ça va correspondre au point de fonctionnement de mon réacteur. Donc ça, c'est le cas d'une réaction irréversible endothermique. Si maintenant j'ai affaire à une réaction exothermique, si j'ai maintenant affaire à une réaction endothermique, qu'elle soit irréversible ou réversible, je vais avoir une pente qui va être dans l'autre sens, donc par exemple comme ceci. Donc ici, je vois que je vais avoir affaire à
3 points d'intersection. Je vais avoir un premier point d'intersection ici qui correspond à une température faible et à une conversion extrêmement faible. Je vais avoir ici un point d'intersection qui correspond à une température élevée et un taux de conversion élevé également. Et puis celui-là, c'est ce qu'on appelle le point d'allumage. Et en fait, ce point d'allumage, il est intéressant parce que une fois qu'on est arrivé ici, il va suffire de fournir un tout petit peu plus d'énergie pour que naturellement le système relaxe jusqu'au point plus intéressant qui conduit à un taux de conversion important. Donc du coup, ça donne quelque chose d'assez intéressant, ce système de points d'allumage. Autre cas de figure, si j'ai affaire à une réaction exothermique réversible. Cette fois-ci, la zone interdite d'un point de vue thermodynamique, elle est ici. Et on peut démontrer, on va avoir un bilan matière qui va être représenté par la courbe en cloche, là, bleue, avec un trait plus épais. Et donc, de la même manière, je vais pouvoir représenter mon bilan thermique comme ceci. Et je vais avoir le même principe, avec un point chaud ici, un point froid ici, le point d'allumage qui se trouve ici. Et vous voyez que si on se débrouille bien, si on arrive en jouant d'une part sur la température d'entrée et éventuellement en jouant sur la pente de la droite, si on arrive à faire en sorte que mon bilan thermique il passe exactement ici, eh bien, on va avoir quelque chose de particulièrement intéressant puisqu'on va avoir un taux de conversion qui sera, alors pas tout à fait maximum, hein, vous voyez que l'intersection avec ma droite tangente ici, elle est un tout petit peu sur le côté, donc ce n'est pas tout à fait le maximum du maximum qu'on puisse obtenir, mais en tout cas, on va avoir un point intéressant ici avec un taux de conversion relativement élevé dans ce réacteur avec réaction exothermique réversible. Donc vous voyez que l'écriture des bilans thermiques va nous permettre évidemment déjà d'étudier ce qui va se passer dans nos réacteurs, de calculer les températures de sortie, les flux qu'il va falloir soit apporter, soit évacuer du réacteur. Et puis vous voyez également qu'avec les constructions graphiques, eh bien, on va pouvoir avoir des éléments intéressants sur le couplage entre le bilan matière et bilan thermique.